le rôle d'un président de la République, c'est d'éviter à son peuple des chocs domestiques. Notamment des chocs liés à la malgouvernance, à la corruption, à la malgestion, au crime économique. Lui-même, il a dit de sa bouche, 2008, des criminels économiques, des bandits à col blanc, des inertes. Ça, c'est le discours du 31 décembre 2005. Des inertes. Quand on dit inerte, ce n'est pas des inertes politiques, c'est des inertes économiques. C'est des inertes dans la gouvernance. C'est des inertes managériaux, c'est-à-dire dans le management de la gestion du pays. C'est-à-dire que le président, dans la Constitution, dit il définit la politique de la nation. Il définit la politique de la nation. L'honorable a dit il définit la politique de la nation. Ça, c'est le premier rôle du président de la République. Donc, lui définit la politique de la nation. Et des individus qu'il a nommés décident de ne pas l'appliquer. Ils sont devenus inertes. Lui, il a constaté le 31 décembre 2005. Et ils ne sont pas arrêtés à être des inertes. Ils sont même entrés dans le crime économique. C'est-à-dire piquer dans la caisse, creuser des trous dans la caisse et puis envoyer de l'argent dans les paradis fiscaux. Et il les a traités de criminels économiques. Ça, c'est le discours de 2008. Il a parlé du patriotisme économique aussi en 2008. C'est des notions du président de la République. Patriotisme économique. Patriotisme économique, on dit quoi? Voilà, les ministres vont mission en Turquie, mission cela, ils prennent Éthiopiens sans publicité, ils prennent Air France, ils prennent ceci, alors que Kameko est là, bon, du moins, au moment où Kameko sortait encore du pays, on peut le dire comme ça, puisqu'il y avait encore même Kalakamer. Voilà. Vous voyez? Vous avez, prenez parce que allons-y pas à pas. Le chantier national industriel du Cameroun, Sénic, il est à terre aujourd'hui. Ils l'ont plombé. Ils ont même pris le directeur qui l'avait relevé et faisait déjà du chiffre. Il est en prison aujourd'hui. L'ancien directeur du chantier industriel, chantier national, industriel, chantier naval industriel du Cameroun. Voilà, il est en prison aujourd'hui. L'autre là, Metouk, Sonara 2010, il a prévu depuis 2002, dès qu'il est arrivé. Sonara 2010, nous devons raffiner notre pétrole et il a sorti un budget. Il s'est mis au travail, ils l'ont foutu en geôle depuis 2012. Parce qu'ils ne veulent pas donner au peuple camerounais du pain dans son assiette. Et lui, il s'est donc traité d'inette, ça veut dire qu'il est au courant de ce que l'ordre gouvernant dont il est le chef ne veut pas marcher, ne veut pas fonctionner comme il veut, Monsieur Obama. Donc moi, je ne voudrais pas qu'on limite cette affaire-là non, moi je ne suis pas dans l'histoire de RPC. Dans la définition structurelle, l'ordre politique tel qu'a donné l'honorable tout à l'heure, non. Le professeur l'a dit clairement. Parce que si on rentre dans sa définition, ce n'est que la petite définition qu'a donnée d'ailleurs Montesquieu dans son esprit des lois. Ça, c'est la définition structurelle de l'État. La définition structurelle même du gouvernement. Parce que les gens, la notion de gouvernement, parce que les gens ont une définition restrictive de la notion de gouvernement. C'est-à-dire le gouvernement, c'est le premier ministre et les ministres. Non. Dans l'esprit des lois, le gouvernement, c'est l'exécutif, c'est le législatif, c'est le judiciaire. C'est ça qu'on appelle le gouvernement. C'est-à-dire la définition lato sensu. Vous comprenez? C'est les gens qui dirigent, parce que le gouvernement, c'est ceux qui dirigent le pays. C'est ces trois pouvoirs. Et quand donc Montesquieu le dit, dans son ouvrage 1751, il est clair dessus. C'est pour neutraliser, c'est pour que le pouvoir arrête le pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir législatif, à travers le contrôle le pouvoir exécutif, et le pouvoir judiciaire, à travers l'application des lois, s'assure que personne n'est au-dessus des lois. Que ce soit celui qui a voté ces lois, ou que ce soit celui qui les applique. Vous comprenez? Voilà. Mais nous rentrons donc dans la logique de bilan, puisque c'est ça le sujet. Est-ce que vous permettez qu'il parle? Vous aurez la parole après. Quand nous sommes dans la logique de bilan, nous nous retrouvons donc dans une société où le président est dans un bilan d'échec. Moi, j'ai commencé par dire, j'ai situé l'affaire politique et économique. Aussi simple, parce que vous avez bien compris dans votre génie que politique et économie, le socle, c'est le social. Vous comprenez? Donc, on est dans un bilan d'échec. Bilan d'échec, pourquoi? Parce que sur le plan politique, j'ai dit, il est en train de détacher le Cameroun, donc il n'a pas encore atteint l'objectif. Vous comprenez? Le franc CFA est toujours là. On voit toujours la France qui a pignon sur eux chez nous. On est même en train de voir comment le monsieur qu'on a nommé à la Sonara, le monsieur qu'on a nommé à la Sonara, il est en train de redonner les contrats d'études sur la construction de notre raffinerie, la nouvelle raffinerie, aux sociétés françaises. Alors que l'objectif du président, en nationalisant la Sonara, par son décret de juillet 2019, était justement de remettre cet outil au Cameroun. Mais on a vu que ce monsieur est en train de ramener la Sonara à la France. Vous voyez? Donc, tant que le président n'atteint pas l'objectif final de libération politique du Cameroun, pour moi, il est dans l'échec. Machiavel le dit, et je crois que c'est son livre de chevet, dit-on.
la fin justifie les moyens. Mauvais moyens, bon résultat, mais on n'a pas encore de résultats. Vous comprenez? Mais nous sommes encore dans des mauvais moyens actuellement, puisqu'il utilise, et je sors même de là, je rentre même dans le choix de ses équipes. On dit aujourd'hui que tout le monde vole. Bon, d'accord. Ben, qu'est-ce qu'il fait pour le faire? Article 66. On a évoqué l'article 66. Moi, j'aime toujours rester M. Obama. Quel bilan? Quand on dit bilan d'échec, le président est le premier artificier de l'échec de ce pays. Si vous dites article 66, je vous dis quelque chose. On dit dans la loi sur la déclaration des biens. Et puis les gars, ils font quoi? Vous savez, quand ils ne veulent pas appliquer quelque chose, on vous met des décrets d'application à l'intérieur de la loi. C'est-à-dire, on dit à M. Nkoupit, vous à l'Assemblée nationale, contentez-vous de voter la loi sur la déclaration des biens. Et quand ils vous proposent la loi, puisque c'est des projets de loi, on met une trace et on dit telle modalité fera l'objet des décrets d'application. Alors la loi date de 2006 et l'honorable a cité le 27 avril 2006 et on dit ben, quand est-ce que le décret d'application qui va justement mettre en place toutes les commissions, membres sur membres, qui sont chargés d'entendre chaque gestionnaire nommé de ce pays jusqu'au grade qu'il a cité, avant son entrée en fonction et après son entrée en fonction. Qui? Ce décret n'est jamais sorti jusqu'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui empêche donc ce décret d'application de sortir? On dit les décrets sont d'application, du moins, sont de signature discrétionnaire. Qui a donc la discrétion du décret? C'est bien Paul Biya. Et nous sommes aujourd'hui à 19 ans. Personne n'a déclaré c'est bien. Voilà, vous avez monsieur quelque part là-bas à Tinga, pas à Tinga, oui, justement, on parlait de congrès à la CONAC, qui justement était ministre, 89, 91, quelque chose comme ça, à Garga. On vole, ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État. Biya l'a plutôt envoyé au quartier. Parce qu'il venait justement dénoncer des choses qui lui plaisaient lui. Donc il faut comprendre que c'est le premier artificier du mal-être du Cameroun. Donc il est dans l'échec, M. Obama. Mais nous disons simplement, et je sors par là, que lorsque l'on parle donc du bilan aujourd'hui, le peuple camerounais ne veut pas savoir si vous avez détaché le Cameroun de la France. Si vous avez détaché le Cameroun, je ne sais pas de quelle autre puissance. Si vous êtes parti en Chine, si vous avez fait ceci en Russie, avec la Russie, non. Le peuple camerounais veut savoir, est-ce que lorsqu'on me donne mon petit salaire à la fin du mois, est-ce qu'il me suffit à me faire vivre moi et ma famille et tous mes enfants, et peut-être ceux qui me sont attachés du 1er au 30 du mois? Voilà la grande question. Quand on va au marché, le taux d'inflation, il est de combien? Et puis, il se pose aussi des questions. Est-ce que ceux qui me dirigent aujourd'hui, moi, petit individu du peuple camerounais, reflètent même la morale et la rigueur? Parce que rigueur et moralisation ne sont pas n'étaient pas un diptyque du président Paul Biya. Rigueur et moralisation, l'honorable l'a dit tout à l'heure, congrès de 80, 10 juillet 80, c'est le président Aïdjo, UNC. Rigueur et moralisation. Mais l'homme s'est arrangé sur le plan politique à diluer toute la rigueur, à diluer toute la moralisation et toute la morale, a rendu le pays, a mis le pays dans un marasme d'immoralité aujourd'hui, qu'on a comme l'impression que ce sont les imbéciles qui sont heureux dans ce pays. C'est-à-dire que vous avez des individus qui ne méritent en rien d'être là où ils sont, mais pourtant, leurs responsabilités sont renforcées au jour le jour. Ils passent de ministre à ministre d'État, plus on détourne, plus encore on est responsabilisé. Et vous voyez aujourd'hui, l'homme prenant de l'âge, on se retrouve dans une situation où on se dit, il n'arrive même plus à contrôler sa propre machine. Parce que le bilan est dans celui-là. Le bilan d'un homme en fait qui a fait plus de 40 années, nous sommes à la 43e année de pouvoir, mais qui n'a pas pu tenir sa machine. Et aujourd'hui, on comprend que la machine est de son parti, comme le dit l'honorable tout à l'heure, se croit déjà proche du pouvoir. C'est-à-dire que s'entend que celui qui l'a toujours favorisé, celui qui a toujours porté cette machine-là, s'en va déjà de l'autre côté pratiquement. Alors il est question pour elle de freiner des quatre fers, de reculer et de le laisser aller dans le gnouf de l'histoire et peut-être de chercher, comme on dit souvent, un autre dauphin pour le remplacer et continuer à faire comme d'habitude. L'héritage est donc... Bien sûr, l'héritage est donc négatif. L'héritage est négatif parce que le premier mauvais héritage qu'il nous laisse, c'est l'héritage de l'ingratitude et de l'égoïsme. C'est-à-dire le président de la République a été toujours un homme ingrat et égoïste avec tout ce qu'il a gouverné, avec tout ce qu'il a nommé. Je cite simplement, nous avons eu un fameux débat sur Ernest Ouandié, par exemple, et où on a vu que il n'a jamais accepté que ces gens qui ont combattu dans l'histoire du Cameroun
pour la libération politique du Cameroun, parce qu'il ne s'agissait pas d'une autre libération, d'un autre type de libération, que ces gens rentrent définitivement dans l'histoire comme des héros. Parce que la loi d'habilitation il signe, il promulgue en 1991, n'est qu'une loi d'habilitation, c'est-à-dire qu'il fait partie, ces gens-là, d'étapes de maquisards à des citoyens normaux. Mais pourtant, c'était des héros qui devaient être consacrés et reconnus par la nation. Et on va citer comme ça, parce que quand je dis ingratitude, même envers son propre père Ahidjo. Parce que quand vous regardez un monsieur que Ahidjo a adopté Paul Biya depuis 62, l'a confié à Iteki Mboumoua, l'a récupéré en 68, secrétaire général, bien avant ça, c'était directeur de son cabinet. Et puis en 75, premier ministre, et il lui donne le pouvoir en 82. Vous ne pouvez pas condamner, quel que soit ce qui a pu arriver, votre parent par 2 fois par contumace. Après le premier coup d'État manqué, la tentative de coup d'État d'août 1983, condamné par contumace à Ahidjo. Et puis après le coup d'État manqué de 1984, le 6 avril, condamné encore par contumace. Alors là, on voit, et il l'a mis encore dans un même décret de promulgation de la loi d'habilitation, il a mis Ahidjo, il a mis Wandi et tous les autres. Vous voyez? Donc il y a un problème d'ingratitude. Et c'est ce qui nous affecte aujourd'hui, même sur le plan de la mystique nationale, la mystique gouvernementale de ce pays, la mystique sociologique. Parce que lorsque vous enfreignez les règles morales, il a parlé tout à l'heure du respect des aînés, nous ne pouvons avoir qu'un pays obscur devant nous, un avenir obscur, parce que le père de la nation, Ahidjo, n'a jamais été restauré dans ses droits, n'a jamais été restauré dans son honneur et sa dignité. Comment voulez-vous que nous évoluions avec ça? Renversons même l'analyse. Si Biya maintenant venait à partir et laisser le Cameroun dans cet état où nous nous retrouvons, vous pensez que la jeunesse camerounaise lui fera honneur? Vous qui lisez les réseaux sociaux, personne ne veut entendre un traître mot positif sur Paul Biya. Parce que tous les Camerounais raisonnent en termes de souffrance. Ils regardent leur quotidien et regardent le quotidien de ceux qui gouvernent et se disent comment est-ce qu'un pays peut être bâti ainsi? Des gens qui sont heureux, des imbéciles heureux qui nous dirigent, et du peuple qui travaille tous les jours et dont la sueur de son front est utilisée par des individus qui le dirigent. Voilà, aujourd'hui, personne ne va entendre un traître mot. Donc si Biya s'en va en laissant le pays à l'heure actuelle, il subira la même ingratitude qu'il a fait subir au président Ahidjo jusqu'aujourd'hui. Nous souffrons de ça. Donc vous comprenez que si je fais une parenthèse sur la survie du pays, nous entrerons, la première chose que le prochain président doit faire, c'est de restituer l'honneur du président, l'honneur et le président, de la dignité du président Ahidjo. Pour que le Cameroun ait un avenir radieux où s'ouvrent des horizons. L'autre héritage, donc, quand je reste dans l'égoïsme, l'héritage d'égoïsme, il nous a laissé un pays, il est en train de nous laisser un pays de népotisme, où on dirige avec ses enfants, on dirige avec son épouse, on dirige avec les neveux. Et on parlait du sous-sol camerounais qui est intact. Bon d'accord, moi je suis d'accord avec le professeur, parce qu'en fait, ce qu'ils sont en train de faire dans nos brousses à l'est et partout dans le sud, bon, ils sont en train de gratter le sous-sol, parce qu'on n'en a plus que ça. Mais on dit, l'honorable a dit, on a préservé notre sous-sol de l'appréhension de l'étranger. D'accord, je suis d'accord. Mais notre sous-sol n'est pas préservé des rapaces internes. Suivez seulement tous les contrats qui sont signés au Minmid. C'est le fils de, c'est le neveu de, et tout ça se ramène au président de la République. On passe par le système de népotisme. Regardez cet héritage d'égoïsme. Il y a des ministres dans ce gouvernement qui sont les ministres de la cuisine du président. La cuisine du président, ça veut dire quoi? Ben, vous avez une femme à la maison, non? Elle a une cuisine, je pense, M. Obama. Alors, vous comprenez très bien. Il y a des ministres qui font du mauvais boulot parce qu'ils savent qu'ils ne doivent rien au Premier ministre. Parce que le Premier ministre n'a jamais proposé la nomination. Il y a des ministres aujourd'hui qui savent qu'ils sont des ministres du sang de Paul Biya, de la progéniture de Paul Biya. Vous comprenez? Et donc, moi je m'amuse quand je vois des Camerounais surpris, pleurer tous les jours. Tel ministre, on dit les poubelles, tel ministre, on dit les routes, on dit ceci. J'ai dit, mais vous ne comprenez pas quoi? Voilà l'héritage que le président a de nous laisser. Un héritage des hommes de cuisine. Un héritage des hommes de filiation. Alors c'est ça qu'il faut abréger dans la prochaine succession. Je pense encore que lorsqu'on rentre dans cet héritage-là de Paul Biya, l'héritage négatif, l'héritage noir, qu'il faut absolument changer, qu'il faut absolument renverser, il faut rester dans cette logique de Paul Biya qui justement nous laisse un héritage d'un homme dépensier, dispendieux, un homme qui n'aime pas son pays. Je prends un simple cas, prenez la Suisse, il a passé 49 jours en Suisse, c'était le grand débat d'octobre dernier.
49 jours. Je me souviens en 2012, il y avait des études des journalistes qui montraient que l'année 2012, le président avait mis pratiquement plus de 250 jours à l'extérieur. À l'hôtel intercontinental. On se pose la question. À Haïti, on n'avait jamais passé plus de 15 jours à l'extérieur. Quand il y allait, c'était soit pour congé d'une semaine, il prenait son congé annuel, il partait à la Côte d'Azur, il revenait quelque part ici à Nassarao dans son village, ou alors il allait à Moulvoudaï. Parce que même quand vous arrivez sur la milieu de Moulvoudaï, je ne sais pas si ça a changé quand j'étais sur le terrain, vous allez trouver les derniers babouches du président Haïti, ces derniers sandales, et un t-shirt posé sur le lit, sur lequel il venait souvent dormir à Moulvoudaï. C'était une habitude sur le président Haïti. Quand il n'allait pas en Gaoundéré à Tigné, par exemple, parce qu'il avait son cheptel de ce côté. Mais le président nous a habitués à un président qui dépense l'argent de l'État dans des choses qui n'en valent pas la peine. Vous comprenez? Voilà l'héritage que le président a de nous laisser. Et c'est cela qui fait l'image du pays, monsieur Obama. L'image de la jeunesse. Parce que les enfants aujourd'hui ne peuvent que copier ce qu'ils voient. Et ils pensent que c'est une bonne chose. C'est cela qu'il faut abréger dès 2025, cette année, pour que les jeunes comprennent que la vie que Paul Biya nous a montré sur le plan individuel, sa façon de diriger avec ces gens-là qui pompent les impôts des États, ce n'est pas une vie, ce n'est pas comme cela qu'on dirige un pays. Il faut que les jeunes comprennent que nous devons nous rassurer, nous rasséréner pour 2025 et nous dire, Biya doit partir. S'il ne nous aide pas déjà à nous débarrasser de 80% de la race des individus avec lesquels il travaille depuis 43 ans, nous devons le faire partir lui-même parce qu'en partant, il va avec eux. Il va avec eux. On aura libéré au moins le plancher. Et nous allons nous débrouiller après lui. Parce qu'en fait, c'est aussi ça le cas. Et je sors donc en disant que si je vous ai donc parlé, le temps est très court, je ne peux pas parler de tous ces héritages, de ces quelques héritages néfastes de Paul Biya. Vous comprenez que le président de 2025 là, du 5 octobre 2025, ça ne doit pas être quelqu'un qui vient en disant j'ai un gros CV, j'ai un titre, je suis. Il y a du travail à partir du 6 novembre 2025. Et ce travail-là doit revenir à un mécanicien de l'État. C'est-à-dire un réparateur des torts qu'a fait subir Paul Biya pendant 43 ans à ce Cameroun, à sa jeunesse et à son peuple. Donc vous comprenez que ce n'est pas une affaire de je suis. Il faut quelqu'un qui connaît l'État, qui connaît la machine, qui connaît le Cameroun et qui sait justement le moment venu où toucher pour arranger sans pour autant renverser la machine elle-même. Biya n'a pas suivi la donne économique qu'avait lancé le président Ahidjo. La preuve, c'est que quand Ahidjo s'en va, nous avons près de 700 sociétés publiques et parapubliques qu'Ahidjo avait créées. Et à ce jour, avec les commissions et tout ça de liquidation, de privatisation et tout, on en est resté en portefeuille très maigre parce que d'autres sociétés ont été vendues, d'autres ont connu l'introduction de la participation des pays étrangers, notamment de la France, qui en a pris totalement certaines, qui a pris des parts un peu plus exorbitantes dans certaines autres. Et donc, nous avons perdu le pied sur le plan économique. Nous voyons par exemple que l'économie a stagné entre 1986 et pratiquement l'an 2000. C'est-à-dire avant notre point d'achèvement, notre point comment dire ça, nous avons le point d'achèvement, c'était en 2006. Oui, le point d'achèvement PPT, c'était en 2006. Mais dès l'an 2000, nous avons eu des difficultés entre 1986 et 2000. C'est-à-dire, il avait dit, je n'irai plus au FMI, puisqu'en fait, le Ghana l'a fait il y a 3 ou 4 ans, 5 ans. Mais on a vu comment le Ghana a peiné. Mais le Ghana a pris cette décision-là de sortir du FMI, de payer toute sa dette et de s'en sortir. Mais le prix Biya l'a dit en 86, il est obligé de rentrer encore au FMI, à la Banque mondiale, demander de l'argent. Donc on a vu qu'en fait, il n'a pas pu décoller, il n'a pas pu détacher le pays économiquement. On peut chercher à le comprendre d'une certaine façon, puisque si vous avez 2 lièvres à suivre, forcément, vous allez peut-être courir un peu plus derrière un autre qu'un tout autre. Donc on comprend que le lièvre économique a été le plus difficile pour lui à attraper, ou du moins de toutes les façons dont il s'est rapproché le plus difficilement. Donc je voudrais que l'on se situe d'abord au niveau du bilan. Au niveau du bilan, je reste sur le plan mitigé et sur les idées majeures. Et il y en a qui sont un parti au pouvoir et qui, sentant la fin du champion de ce parti s'en venir, décident de se remettre proche du pouvoir. Voilà la grande logique. Donc c'est pour cela que je ne vais pas anticiper, sur le prochain point, sur le prochain point qu'est l'héritage. Je vais rester sur le bilan, je ne vais pas anticiper. Bon, je préfère d'abord m'arrêter là, mais je vais d'abord corriger. J'ai dit que, Honorable a dit tout à l'heure, non, le congrès de l'UNC c'était pas en 81, c'était en 80. J'ai dit 80. Vous avez dit 81. Oui, non, donc c'était 80 en juillet. Et c'était la même année qu'est parti André Fouda parce qu'il est mort pendant. Oui, j'ai dit 80. Donc, on parle là. Et je suis d'accord avec l'honorable Adamou. Le PIB, l'augmentation du PIB sur le plan économique n'est pas, comment dire, le fait d'un individu. Ne peut pas être le fait d'un individu. Peut
être le fait d'un ensemble de politiques Oui. qui ont été conçues, implémentées, appliquées, et dont les résultats se ressentent. Dans notre pays, c'est un accident. Donc, dit que Est-ce que vous pouvez poser le 30 micro, 000 Laurent, s'il vous plaît, parce milliards, qu'on vous entend quand vous dit que parlez. 30 000 Merci. milliards de 82 à 2025 est un exploit. Je me pose des questions. Je pose des questions. Il faut plutôt se poser la question, est-ce que ça n'aurait pas pu être un peu plus élevé encore, notre PIB, si on avait fait effectivement mieux? Vous voyez, une augmentation, et là je suis d'accord avec lui, la croissance n'est pas toujours un indice de développement. Et le PIB ne peut donc pas être aussi un facteur de bonne gouvernance. La preuve, c'est que nous avons aujourd'hui un pays dans un marasme économique. Ce PIB est plutôt l'œuvre d'un pays, d'une population résiliente. Et le président lui-même a adopté ce mot depuis 2008. Nous sommes un peuple résilient, c'est-à-dire qui arrive à résister aux chocs exogènes, c'est-à-dire la politique internationale qui est dure pour les pays les plus faibles, et endogènes. Les chocs endogènes, c'est-à-dire dont il est le principal acteur, c'est-à-dire le principal provocateur. Parce que le rôle d'un président de la République, c'est d'éviter à son peuple des chocs domestiques, notamment des chocs liés à la malgouvernance, à la corruption, à la malgestion, au crime économique. Lui-même, il a dit de sa bouche, 2008, des criminels économiques, des bandits à col blanc, des inertes. Ça, c'est le discours du 31 décembre 2005. Des inertes. Quand on dit inertes, ce n'est pas des inertes politiques, c'est des inertes économiques. C'est des inertes dans la gouvernance. C'est des inertes managériaux, c'est-à-dire dans le management de la gestion du pays. C'est-à-dire que le président, dans la Constitution, dit il définit la politique de la nation. L'honorable a dit il définit la politique de la nation. Ça, c'est le premier rôle du président de la République. Donc, lui définit la politique de la nation et des individus qu'il a nommés décident de ne pas l'appliquer.